Un roi, dont le règne a éclipsé celui du soleil. Louis XIV de France a été l'un des plus grands monarques de l'histoire, régnant avec un pouvoir absolu pendant près de trois quarts de siècle. En Europe, la durée de son règne est inégalée. À l'échelle mondiale, sa réputation est presque sans égale. Sous le règne du roi Soleil, les Français vivent le grand siècle, une période que Voltaire appelle l'un des grands siècles de la civilisation. L'art, la culture et la mode s'épanouissent. Versailles est construit. Le pouvoir est centralisé. Le long de ses frontières, la France s'étend, devenant le centre incontesté de la vie européenne. Mais le règne de Louis XIV ne se résume-t-il pas à une brillante utopie française? Né à une époque de troubles civils, Louis était un produit de la guerre. Il s'est constamment battu contre ses voisins, contre les protestants et contre le monde. Et même si ses armées ont accumulé les victoires, elles ont semé les graines de la fin amère du grand siècle. L'une des plus grandes et des plus imposantes figures de l'histoire, voici donc la vie complexe de l'étoile royale la plus brillante de France. C'était une nuit sombre et orageuse. C'est littéralement ainsi que commence l'histoire de Louis XIV. Cette nuit-là, Louis XIII maudissait sa malchance. En raison des intempéries, le roi de France s'est retrouvé coincé dans les appartements de son épouse, Anne d'Autriche. Et c'est un vrai problème car Louis XIII et Anne se détestent, non pas pour se disputer à propos de la vaisselle, en fait c'était une haine qui brûlait si fort qu'elle aurait pu être vue de l'espace. En conséquence, le couple royal n'a pas eu d'héritier au cours de son long mariage. Tout change en cette nuit d'orage. Pris au piège l'un de l'autre, Louis XIII et Anne ont manifestement mis de côté leurs différends, car lorsque le soleil se lève le lendemain matin, Anne est enceinte du futur roi. C'est du moins la version officielle. Selon la version officieuse, Anne aurait couché avec son confident, le cardinal Jules Mazarin. Et la nuit sombre et orageuse aurait été une histoire concoctée pour éviter à tout le monde de se retrouver dans l'embarras. Quoi qu'il en soit, 9 mois plus tard, le 5 septembre 1638, le futur roi Soleil voit le jour. Presque dès sa naissance, Louis XIV se voit imposer les preuves de son importance. Anne, catholique rigoureuse, répète à son fils qu'il a été choisi par Dieu pour diriger la France et lui donne le surnom de Dieu donné, donné par Dieu. Lorsque le frère de Louis, Philippe, né 2 ans plus tard, elle lui fait porter des robes et l'appelle ma petite fille, comme pour écarter toute menace qu'il pourrait faire peser sur les prétentions de Louis au trône. L'enfance de Louis n'a pas été entièrement choyée non plus. D'une part, la croyance d'Anne dans le plan de Dieu pour son fils l'a rendue quelque peu négligente en tant que mère. Le futur roi a failli se noyer alors qu'il était tout petit parce que Anne ne faisait pas attention. D'autre part, Louis est né dans la France du milieu du XVIIe siècle, et la France du milieu du XVIIe siècle était une société qui se dévorait elle-même. Plutôt qu'une nation unifiée, la France des années 1640 était gravement fracturée, avec de nombreuses provinces sous le contrôle de facto non pas de la couronne, mais de nobles puissants. À la mort de Louis XIII en 1643, Anne et le cardinal Mazarin mettent en place une régence au nom de Louis XIV et tentent de limiter le pouvoir de ces nobles. Malheureusement, ces nobles préfèrent mettre le monde à feu et à sang plutôt que de laisser leur pouvoir diminuer. En 1648, la France a explosé dans une horrible guerre civile connue sous le nom de Fronde. Cette guerre se déroule au beau milieu d'une guerre avec l'Espagne. Au plus fort de la Fronde, une foule parisienne a pris d'assaut le palais royal réclamant le sang de Louis. Heureusement, cette foule particulière était moins intéressée par la décapitation récréative que la plupart des foules parisiennes, et elle laissa Louis en vie après que le garçon eut fait semblant de dormir. L'incident l'a tout de même profondément marqué. Jusqu'à la fin de sa vie, Louis ne cessera d'éprouver un profond dégoût pour la capitale française. En 1654, Mazarin avait gagné la fronde pour la couronne. Le même été, le cardinal fait couronner Louis, alors âgé de 15 ans, lors d'une cérémonie à laquelle personne, ou presque, n'assiste. Non pas que Mazarin ait besoin des foules, il est le véritable pouvoir derrière le roi adolescent, et tout le monde le savait déjà. Mais Mazarin n'était pas non plus le méchant de dessin animé auquel on s'attend probablement. Bien qu'il ait tenu Louis XIV en laisse, il lui a également enseigné les arts sombres de la politique. Comment manipuler les gens, comment les convaincre que votre grande idée était en fait leur grande idée. Des dons qui serviront au jeune roi,
Mais Mazarin a également offert au garçon un cadeau qui lui a déplu. Lorsque Louis a décidé d'épouser la nièce de Mazarin, ce dernier lui a dit Non, tu vas en fait épouser la princesse espagnole pour marquer symboliquement la fin de cette guerre stupide qu'on a menée et fait avec. C'est ainsi qu'en 1660, Louis XIV épousa Marie-Thérèse d'Espagne, une femme qu'il détestait à peine moins que son père n'avait détesté Anne d'Autriche. Même si ce départ semble ignoble pour le roi, qui sera le plus célèbre de l'histoire de France, sachez que ça ne va pas durer. Moins de 9 mois après son mariage non désiré, Louis sort de l'ombre de Mazarin pour entrer dans la lumière aveuglante du soleil. Le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin part pour la grande fête catholique dans le ciel. Dès le lendemain, Louis XIV fait une annonce surprise. Il ne remplacera pas le cardinal Mazarin par un nouveau ministre. Au lieu de ça, il gouvernera la France en tant que monarque absolu. Il s'agit d'une décision audacieuse pour la France du XVIIe siècle. Le dernier monarque absolu avait été Henri IV, dont le règne avait pris fin il y a plus alors de 50 ans. C'était comme si Helmut Kohl annonçait en 1995 que l'Allemagne allait revenir à une dictature militaire. Comment une telle chose serait-elle possible? Et bien en tout cas, Louis n'en démord pas. Il avait été mis sur terre par Dieu pour gouverner la France, et par Dieu, il allait régner sur la France. Pour montrer qu'il est sérieux, Louis se fait commander des tableaux représentant des empereurs romains et des dieux grecs. Il se proclame le roi Soleil. Ça a provoqué quelques remous parmi les nobles, des remous que Louis aurait été mal avisé d'ignorer, notamment le fait que les nobles avaient déclenché 11 guerres civiles au cours des 4 dernières décennies. Pour paraphraser le vieux même, on ne se déclare pas simplement au-dessus des nobles sans se battre. Mais Louis ne veut pas d'un combat, non, ses plans pour conquérir les nobles impliquaient d'utiliser les arts subtils que Mazarin lui avait enseignés. Mais il a besoin d'un endroit pour le faire, et donc la construction d'un château. La construction du château de Versailles débute alors en 1661. Il s'agit alors d'un ancien pavillon de chasse royale situé à une vingtaine de kilomètres de Paris. Vous vous souvenez qu'on a dit que Louis détestait Paris? Eh bien Versailles était l'expression de cette haine. Une distance de 20 kilomètres ne semble pas énorme, mais lorsque votre principal moyen de transport est une calèche tirée par des chevaux, cela semble beaucoup plus long. Et c'est bien là le but recherché. Louis voulait se séparer de la capitale. Il voulait également séparer sa cour de tous les alliés de la noblesse. S'il pouvait les éloigner de leur base de pouvoir, s'il pouvait les éblouir par l'opulence, s'il pouvait leur occuper entièrement le cerveau avec la vie de la cour, alors il n'aurait peut-être pas assez de temps pour une guerre civile. Au début, le plan astucieux de Louis ne fonctionne pas tout à fait. Les nobles déclarent Versailles comme une maîtresse sans mérite, une façon de dire qu'elle ressemble à un chantier et qu'il n'y a rien à y faire. Mais le roi Soleil ne faiblit pas dans sa démarche. Bien que la cour se déplace sans cesse à cette époque, elle revient toujours à Versailles. Et quand elle y revenait, Louis veillait à ce qu'il y ait de quoi s'occuper, même l'esprit le plus machiavélique. Il y avait des parties de chasse, des jeux d'argent, des fêtes d'une telle extravagance que des gravures étaient réalisées et envoyées comme guide aux autres cours d'Europe. Même les vêtements portés prenaient du temps. Louis a décrété qu'ils devaient être de fabrication française, à un coût énorme, et que seules certaines personnes pouvaient porter certaines couleurs. Naturellement, ça a créé une concurrence entre les nobles, les élites, qui autrement auraient pu discuter d'une suite à un gros budget de la fronde, s'affrontaient pour le droit de porter du bleu avec de l'or. Louis a soutenu cette nouvelle étiquette bizarre par des actions concrètes. Les nobles qui respectaient les règles se retrouvaient couverts d'or. Pas littéralement, ce serait horrible, mais ceux qui refusaient se retrouvaient soudain face à des coffres vides. Tout comme un nouveau club exclusif peut attirer des membres uniquement parce qu'il est exclusif, la cour du roi attirait les nobles uniquement parce que le fait d'être là démontrait votre noblesse. C'est dans les étranges rituels quotidiens que l'on se rend le mieux compte. Le matin, tous les nobles devaient regarder Louis s'habiller, certains aidant même le roi à enfiler sa chemise. Mais plutôt qu'une punition, l'acte d'habiller le roi était une récompense, une expression de la proximité d'un noble avec le pouvoir. Et qui dit proximité avec le pouvoir, dit argent. En peu de temps, Louis a amené les nobles là où il voulait, se battant pour des rituels objectivement ridicules, tandis qu'il flottait sereinement au-dessus de tout cela, comme une sorte d'ancien dieu du soleil. C'était le premier grand pas sur la route du grand siècle.
Et ce ne sera pas le dernier. Si les grandes fêtes de Versailles permettaient d'éblouir les nobles, comme on agite une ampoule électrique devant un groupe de papillons de nuit, portant de minuscules perruques poudrées, le roi Soleil n'était pourtant pas un homme de calcul et d'amusement. L'un des surnoms de cette époque était le règne de l'amour. Et ce n'était pas dans le sens de l'amour d'un homme pour un bon cigare cubain. Non, tout au long de son règne, le roi Soleil a eu tant de liaisons qu'il a pratiquement fait de l'infidélité un sport de spectateur. Il y a Louise de la Vallière, demoiselle d'honneur de la belle-sœur de Louis, Henriette d'Angleterre, que Louis a commencé à faire semblant de voir pour couvrir l'une de ses autres liaisons, et qui a fini par coucher avec elle, malgré tout. Mais il ne s'est pas contenté de coucher avec elle. Louise a été élevée au rang de maîtresse officielle du roi, ce qui doit être le concept le plus français qu'on a jamais entendu, et elle a été gardée dans le luxe à Versailles, jusqu'à sa chute. Louise est finalement déposée et remplacée par la marquise de Montespan, une femme au caractère bien trempé et à l'esprit si tranchant qu'elle provoque une terreur abjecte. Louis l'installe dans un appartement privé, attenant au sien, afin de pouvoir faire l'amour avec elle 3 fois par jour, une habitude qui leur permettra d'avoir 7 enfants. Louise, quant à elle, est envoyée dans un couvent pour y passer le reste de sa vie, dans l'isolement. Lorsqu'elle meurt, le roi peut à peine hausser les épaules en signe d'indifférence. Mais si la marquise est devenue la principale amante de Louis, elle n'était pas la seule. Cette Henriette d'Angleterre, dont nous avons parlé avant, épouse du frère de Louis, Philippe. Et bah Louis l'a également séduite, ce qui ne dérange pas Philippe, qui s'adonne lui-même à des ébats nocturnes avec le chevalier de Lorraine, l'homme à tout faire, quoi. En fait, cette attitude d'amour libre imprègne toute la cour du roi Soleil. Certains couchaient avec tout le monde, dans des orgies ininterrompues et sans limite. Mais si ça semble amusant, sachez que ça ne concernait qu'une petite élite. La plupart des Français, eux, mouraient de faim. Ceux qui travaillaient sur le chantier de Versailles gagnaient à peine de quoi se nourrir. Ceux qui se plaignaient étaient jetés en prison. Alors oui, le grand siècle a été formidable pour la plupart des gens, de la même manière que la Grande Dépression a été formidable pour l'homme moyen, c'est-à-dire pas du tout. Pourtant, ce n'est pas comme si Louis ne faisait que jouer à des jeux d'esprit et faire l'amour. Malgré un calendrier d'adultère, Louis a trouvé le temps de travailler 8 heures par jour sur des affaires royales, tous les jours. Avec son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, il a remanié l'économie, construisant en quelques années un réseau de canaux, de routes et de ports qui a transformé la vie des Français. Louis s'est même montré légèrement progressiste pour son époque, en promouvant des ministres issus de la bourgeoisie au détriment des nobles, à la grande horreur de ces derniers. Mais le roi Soleil serait respecté aujourd'hui s'il avait pris le temps de construire des routes et de baisser son froc. Se hisser au-dessus de la royauté européenne au XVIIe siècle signifiait une seule chose: faire la guerre. Le problème avec la guerre, c'est que même dans une monarchie absolue, les sujets n'apprécient guère qu'on leur dise de mourir sur un champ de bataille sans raison valable. L'économie était en pleine expansion. Le ministre français Colbert est impatient d'avaler de nouveaux territoires, idéalement les Pays-Bas espagnols, ce que nous appellerions aujourd'hui la Belgique et le Luxembourg. Mais si cette raison est suffisante pour Louis et Colbert, elle ne l'est pas pour le public. Le roi Soleil se met donc en quête d'une raison. Au milieu des années 1660, Louis annonce que son mariage avec l'Espagnole Marie-Thérèse signifie que les Pays-Bas espagnols doivent, pour des raisons dynastiques complexes, lui appartenir. Il s'agissait clairement, pour le roi français, de s'agripper à rien, une paille peut-être, mais c'était aussi suffisant. En mai 1667, Louis lance la guerre de dévolution, qui devrait peut-être être connue comme l'invasion non provoquée de la Belgique. Bien que les Français aient réalisé de grands progrès, la pression internationale exercée par l'Angleterre les a contraints à se retirer en grande partie, laissant les Pays-Bas espagnols aux mains des Espagnols. Malgré ce revers, la guerre n'a pas été un échec. D'une part, les premières victoires françaises et le fait que Louis se soit retiré sous la pression diplomatique plutôt que face à de lourdes pertes ont sérieusement renforcé sa popularité. D'autre part, elle a cimenté dans l'esprit de beaucoup de gens l'idée que la France avait des prétentions sur les Pays-Bas espagnols. Louis n'a plus qu'à attendre donc le bon moment pour réessayer. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. En 1670, Louis signe un traité secret avec Charles II d'Angleterre, jouant sur le fait qu'ils sont tous deux catholiques, pour gagner la confiance de son ancien rival. Puis, en 1672, il lance sa nouvelle invasion.
La nouvelle attaque française sur les Pays-Bas a connu un tel succès qu'elle est toujours connue dans l'histoire néerlandaise sous le nom de Rampe de Jars ou année du désastre. Le fait qu'en 1674, les Britanniques se soient rangés du côté de Louis, laissant l'ancien allié néerlandais à l'abandon, n'a pas aidé. Ce n'est que lorsque le dirigeant néerlandais Guillaume d'Orange a épousé la nièce de Charles II que l'Angleterre a abandonné Louis et que la guerre a pris fin. Entre-temps, Louis avait obtenu ce qu'il voulait. Les gains réalisés par les armées françaises au cours de la guerre franco-néerlandaise ont effectivement créé la frontière franco-belge moderne. Louis a arraché aux Pays-Bas espagnols des villes qui sont restées françaises jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il n'ait pas porté le coup de massue qu'il espérait contre les Pays-Bas, Louis est revenu de la guerre au sommet de son art. À Paris, on le surnomme le Grand, et les gens font la queue pour chanter ses louanges. Enfin, il est là. Le zénith que Louis avait imaginé lorsqu'il était devenu monarque absolu, il y a tant d'années. Le roi Soleil est à son apogée, mais le roi avait oublié ce qui arrive au Soleil une fois qu'il a atteint son point culminant. Il se couche toujours. Louis XIV ne le savait pas encore, mais le soleil de son règne baissait déjà vers l'horizon. À partir d'aujourd'hui, tout va se dégrader. D'un certain point de vue, le début des années 1680 aurait dû être une période de triomphe pour Louis. En 1682, les travaux de construction de Versailles sont enfin achevés, ce qui permet au roi Soleil d'installer définitivement sa cour dans le bâtiment le plus opulent de la planète. Mais d'un autre point de vue, le cours de la décennie est déjà fixé, son puits est déjà empoisonné. Les problèmes ont commencé en 1679. Cette année-là, une enquête de police révèle que de nombreux membres de l'aristocratie se rendent chez les diseurs de Bonaventure et se livrent à des actes illégaux. Ils utilisent également des potions, participent à des messes noires et tentent d'empoisonner leurs rivaux. Des dizaines et des dizaines d'habitués de Versailles sont impliqués. Plus grave, pour le roi, sa maîtresse, la marquise de Montespan, s'est révélée avoir utilisé des filtres d'amour sur lui. Les retombées de l'affaire des poisons se font sentir dans toute la société française. À la cour, le roi Soleil change de cap, abandonne la vie de fête et impose la sobriété et la piété à ses nobles, et remplace la marquise de Montespan par la sobre et pieuse mademoiselle de Mantillon. Bien sûr, ce n'était que pour les yeux du public. Dans les coulisses, tout le monde continue à jouer, à boire et à avoir des aventures. Mais ça laisse un goût désagréable dans la bouche, un goût qui empoisonne le public contre les élites françaises. Mais si l'affaire des poisons a été une catastrophe que Louis ne pouvait pas prévoir, le désastre suivant a été provoqué par lui-même. En 1598, Henri IV avait signé l'édit de Nantes, accordant des droits aux protestants de France, connus donc sous le nom de Huguenots. Ils étaient environ 1 million pour la plupart des artisans qualifiés. Au cours des 80 années qui ont suivi, ils se sont intégrés à la société française. Mais lorsque Louis, extrêmement catholique, les a regardés d'un peu plus près, il n'a pas vu un groupe doté d'un ensemble de compétences précieuses. Il a vu des étrangers, des envahisseurs, une nuée de bons à rien. Le roi Soleil a donc décidé de faire quelque chose à ce sujet. En 1685, Louis révoque l'édit de Nantes et le remplace par l'édit de Fontainebleau. Soudain, la tolérance disparaît au profit de la persécution et du meurtre. Les églises huguenotes sont détruites, les écoles sont fermées, les protestants sont envoyés en exil intérieur et ceux qui refusent de partir sont exécutés. Cette politique était cruelle, peut-être même insensée. C'était aussi un spectaculaire but contre son camp. Lorsque la nouvelle des décrets de Louis se répand, l'indignation gagne les nations protestantes. Les Huguenots trouvent alors refuge en Prusse et dans certaines parties du Saint-Empire romain germanique, en Angleterre. C'est d'ailleurs de ces Huguenots en fuite que l'anglais tire le mot refugee. Et ce n'est pas tout ce que l'Angleterre a reçu. Parmi les dizaines de milliers de réfugiés qui sont arrivés en Angleterre, presque tous étaient porteurs d'un savoir-faire essentiel. La France a donc perdu tant de ses meilleurs artisans que des industries entières en ont souffert. On pense aujourd'hui que l'édit de Fontainebleau a fait reculer certains secteurs de l'économie de plusieurs décennies. Mais du point de vue de Louis, l'effet fut encore pire. Aux Pays-Bas, le protestant Guillaume d'Orange s'agite. La révocation de l'édit de Nantes pourrait être le signe que Louis est sur le point d'envahir à nouveau le pays. Pour couronner le tout, l'Angleterre vient de couronner Jacques II, un catholique convaincu. Sans le soutien de l'Angleterre dans toute guerre future, Guillaume sait que les Pays-Bas sont perdus.
Il décide donc de forcer l'Angleterre à se ranger de son côté. En novembre 1688, Guillaume d'Orange prend la mer à la tête d'une immense force d'invasion. Et si vous avez déjà entendu dire que 1066 était la dernière fois que la Grande-Bretagne avait été conquise avec succès, c'est uniquement parce que la victoire de Guillaume d'Orange a été si rapide que tout le monde l'a oublié. Quelques semaines après le débarquement de Guillaume à Torbay, Jacques avait été capturé et le pays tout entier était devenu favorable à Orange. Le fait est que Louis aurait très certainement pu arrêter la glorieuse révolution. S'il l'avait fait, il aurait gagné un allié catholique, en la personne de Jacques II, et aurait eu la possibilité d'écraser les Hollandais protestants. Mais Louis était tout simplement trop arrogant pour croire que Dieu n'était pas de son côté, que les catholiques d'Angleterre ne se soulèveraient pas pour renverser Guillaume. Lorsqu'il s'est rendu compte du gâchis géopolitique qu'il venait de commettre, il était alors trop tard. Sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée, Guillaume et son épouse Marie sont faits conjointement monarques d'Angleterre en janvier 1689. Et c'est ainsi que le catholicisme en Grande-Bretagne a connu un déclin terminal. Et c'est aussi ainsi que la fortune de Louis s'effondre. Le 1er juillet 1690, une énorme force française se rassemble en Irlande pour tenter de rétablir Jacques II sur le trône d'Angleterre. Au lieu de ça, ils sont vaincus lors de la sanglante et amère bataille de la Boyne. Une victoire protestante qui reste très controversée en Irlande. Mais à ce moment-là, Louis a déjà d'autres soucis en tête. En 1690, la France est engagée dans la guerre de la Grande Alliance. La guerre de la Grande Alliance, également connue sous le nom de guerre de Cent Ans, est l'un de ces anciens conflits qu'il est très compliqué d'expliquer sans se lancer dans des digressions de plusieurs jours. Et comme on n'en a pas le temps, sachez que la guerre a été en partie déclenchée par la mort imminente de Carlos II d'Espagne, un Habsbourg. Carlos était tellement consanguin qu'il était incapable d'engendrer un héritier. La question de savoir qui allait régner sur l'Espagne était donc ouverte. Louis a donc tenté de faire de la France la réponse à cette question, ce qui a donné lieu à une longue guerre sanglante et non concluante qui ne s'est achevée qu'en 1697, lorsque l'Europe a été épuisée. Le pire, c'est que tout le monde était sur le point de recommencer. 3 ans après la fin de la guerre de la Grande Alliance, Carlos mourut pour de bon et Louis déclara à son propre petit-fils, Philippe, nouveau roi d'Espagne. Pour être honnête avec Louis, il savait que s'emparer du trône d'Espagne conduirait à un nouvel effondrement de l'Europe, mais il n'avait pas le choix. Et si l'un de ses ennemis s'en emparait à sa place, c'est donc le cœur lourd que Louis a appuyé sur le bouton d'apocalypse de la Grande Siècla. Les 13 années de combat qui suivirent furent moins le grand siècle que la décennie noire. Les forces françaises sont décimées, des territoires sont perdus. Alors que la France souffre sur la scène internationale, le roi Soleil souffre aussi en privé. Au cours de la guerre, le fils de Louis, deux de ses petits-fils, son arrière-petit-fils et son arrière-petite-fille décèdent. En public, l'énergie des premières années du roi Soleil s'estompe, remplacée par une mélancolie qui semble tout transformer en grisaille hivernale. Il est remarquable que cette misère ait valu à Louis le soutien de l'opinion publique. On disait que le roi portait toute la douleur de la nation en ces temps de guerre. Lorsque la guerre de succession d'Espagne s'achève en 1714, le roi Soleil a presque disparu. Bien qu'un sursaut tardif des Français leur ait permis de maintenir le petit-fils de Louis sur le trône d'Espagne, il s'agissait d'un échec. Philippe avait été exclu de la ligne de succession française, ce qui signifiait que le rêve de Louis d'une France et d'une Espagne unifiée ne pouvait être réalisé. De toute façon, Louis n'avait plus beaucoup de temps pour rêver. Louis XIV tombe gravement malade à Versailles, en août 1715. Sur son lit de mort, le roi Soleil avoue à son arrière-petit-fils survivant, le futur Louis XV, qu'il a fait la guerre par vanité, et que son petit-fils ne doit pas lui ressembler. Puis, dans un dernier souffle, il déclare ⁇ Je m'en vais, mais l'État restera toujours ⁇ Le roi Soleil meurt le 1er septembre 1715. Au moment où le soleil se couche sur son règne, Louis XIV est sur le trône depuis 72 ans et 110 jours. Lorsqu'il est devenu roi, la France était un État divisé, la monarchie française une puissance de second rang. Aujourd'hui, alors que le crépuscule tombe enfin, c'est la France au sommet de sa puissance qui se croise. Paris était le centre mondial de la mode, de l'art et de la culture. Mais si Louis pensait dans ses derniers instants que l'histoire s'arrêtait là, il se trompait. Au cours des 74 années suivantes,
Le système de gouvernement mis en place par Louis s'est ossifié pour devenir l'Ancien Régime. En 1789, c'est ce régime qui a été renversé lors du plus grand bouleversement européen, la Révolution française. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'heure, il suffit de faire nos adieux à Louis XIV, peut-être le plus grand roi français qui ait jamais vécu. Il a pu commettre des erreurs, il a peut-être été un autocrate, mais la vie du roi Soleil est destinée à briller à jamais dans l'histoire, visible, même dans un avenir lointain. Pour un roi aussi égoïste que Louis XIV, c'est exactement ce qu'il aurait voulu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu ne veux pas manquer les autres, abonne-toi et on se dit à une prochaine.